Ogadal 24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Coup d'envoi ce dimanche des travaux de la réunion préparatoire au niveau des experts de la 11e réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine. Objectif, réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies. En prévision de la suite des travaux de cette réunion, demain, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf s'entretient avec plusieurs de ses homologues africains au Centre international des conférences d'Alger. Les Marocains auraient des opinions négatives sur les dirigeants et les institutions politiques du royaume. C'est ce qu'a révélé un sondage réalisé par l'Institution Arab Barometer. Les détails dans cette édition. Je vous le disais, coup d'envoi donc ce dimanche au Centre international des conférences d'Alger des travaux de la réunion préparatoire au niveau des experts de la 11e réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounas Maghraman, a justement affirmé dans son allocution d'ouverture qu'une position africaine commune était un atout important reflétant la volonté commune des 55 États membres de l'Union africaine et visant notamment à corriger l'injustice historique à l'égard du continent. Il a également souligné la conjoncture internationale délicate marquée par l'agression génocidaire sioniste sur la bande de Gaza, affirmant que la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies est désormais une nécessité absolue. Que pensent justement les experts du dossier de la réforme du Conseil de sécurité? Notre envoyé spécial a pu sonder quelques avis. Je vous propose de les écouter. On peut espérer et nous croyons fermement, nous continuons à nous battre sur nos positions. Je disais tout à l'heure que nous avons les conclusions de la réunion de Oyala en Guinée équatoriale qui ont été entérinées par le dernier sommet de l'Union africaine. Et c'est sur ces bases-là que nous continuons à travailler. Je pense que la réunion que nous commençons aujourd'hui va se conclure sur ce que va nous donner les résultats que nous escomptons. En réalité, la position africaine jusqu'au sommet de Sirte, nous y retrouvons des rapports présentés par les chefs d'État africains. Ces rapports appellent à rendre justice au continent africain et donc nous poursuivons sur ce chemin. Il s'agit d'une aspiration qui, si elle ne se réalise pas maintenant, elle le sera forcément avec la prochaine génération. C'est une revendication africaine commune. Nous retrouvons justement notre envoyé spécial au CIC d'Alger, Leila Gertal. Bonsoir. Dans quelles circonstances s'est déroulée cette première réunion préparatoire au niveau des experts du C10 et quelles en sont les retombées ? Bonsoir Nalimane. En effet, la rencontre d'aujourd'hui s'est voulu être une rencontre préparatoire. Donc la rencontre a réuni les experts des États et de gouvernement du comité des 10. Ils sont 10 pays donc africains. Parmi eux se trouvent la République démocratique du Congo, le Sierra Leone, le Sénégal, la Libye, l'Ouganda, le Kenya et la Zambie. L'Algérie prend part en tant que membre, en tant que pays hôte. On compte également des observateurs de l'Union africaine. Le comité des 10, ainsi appelé, doit ou tentera en tous les cas de sortir avec une plateforme de recommandations à soumettre au ministre des Affaires étrangères des 10 pays, lesquels offriront bien sûr leur appui continu à la configuration du fonctionnement du Conseil de sécurité de l'ONU. Les 10 pays plaident d'une seule voix pour la réforme du Conseil de sécurité, d'abord pour une plus grande représentativité de l'Afrique, un continent souvent laissé pour compte, ensuite pour que cette représentativité se traduise par l'obtention de 2 sièges en tant que membre permanent au Conseil de sécurité. Et pourquoi pas la réexamination du principe du droit de veto? Faut-il l'élargir? Faut-il l'éliminer ou tout simplement l'annuler?
Certes, le dossier de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU reste un dossier complexe et difficile, mais le temps est venu pour que l'Afrique prenne toute sa place ou toute la place qui lui est due. L'Afrique compte avoir une participation active au sommet du futur en 2024 prévu à New York en septembre prochain et donc plus que jamais conforme à la vision future de l'Afrique. Et c'est ainsi, pour conclure, l'occasion de faire le bilan des précédentes sessions, celle de Sirte en l'occurrence, et d'établir une feuille de route pragmatique qui serve au mieux les intérêts de l'Afrique et pourquoi pas réparer Merci beaucoup Leila Guertal. On vous retrouve dans nos prochaines éditions pour plus de détails. En marge de cette réunion et en prévision de celle de demain, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a reçu plusieurs de ses homologues, membres du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dont ses homologues sierra-lyonnais, Moussa Timothy Kaba, et congolais Jean-Claude Gakosso, ainsi que la secrétaire d'État chargée des organismes internationaux de Guinée équatoriale, Marie-Cruz Evuna Andémé, en plus du secrétaire en charge des affaires étrangères libyennes, Tahar Salem Al-Baour. La campagne de sensibilisation en vue des élections présidentielles en Algérie prévue le 7 septembre prochain a été lancée en France. Le consulat d'Algérie à Nanterre a organisé samedi une journée spéciale d'information sur l'élection présidentielle supervisée par l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi. L'événement a vu la participation de nombreuses associations ainsi que des représentants de la société civile en France. L'objectif étant de fournir des explications aux participants sur le processus d'inscription sur les listes électorales. Comme vous le savez, Monsieur le Président de la République, Cheikh Abdelmadjid Tebboune, aujourd'hui a signé le décret portant sur l'ouverture de la liste électorale dans la perspective des élections présidentielles du 7 septembre. Et Madame, les Algériens de France ici présents, je les invite tous, toutes nos sœurs, tous nos frères, à s'inscrire dans les jours qui vont arriver à partir du 12 jusqu'au 27 juin sur les listes électorales s'ils ne sont pas déjà inscrits. Et ça peut se faire de manière différente, soit au niveau du consulat, soit par courrier postal et même courrier électronique. On est venu ici au consulat algérien à Nanterre, en France, pour voter. Je suis majeure maintenant, donc j'ai le droit de voter. Et du coup, c'est très important. Je trouve que c'est très très important pour voter. Même on est loin de notre pays. الانتخاب في 7 سبتمبر 2024. Début ce dimanche des épreuves du baccalauréat à travers le territoire algérien et même à l'étranger. En France, les élèves du lycée algérien de Paris, l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, a supervisé le lancement de l'examen auquel ont participé 34 étudiants algériens. Nous sommes venus nous assurer que toutes les conditions avaient été réunies pour que nos élèves, nos enfants, puissent passer cette épreuve importante qu'est le baccalauréat dans les meilleures conditions. Et je peux vous confirmer que tous les efforts de l'administration et de l'équipe pédagogique ont été à la hauteur des préparatifs. Nous avons assisté au lancement, à l'ouverture des plis. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 35 élèves, Allah Ibarak, qui vont passer au cours des jours qui viennent les épreuves. Et tout comme leurs camarades en Algérie, les choses se passent dans les mêmes conditions. Massacre sioniste sur le camp de réfugiés de Nusayrat dans la bande de Raza. L'Algérie n'a pas manqué de condamner ce crime odieux. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounas Magraman, a renouvelé l'appel de l'Algérie à prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre fin à l'agression brutale à Raza. Des mots prononcés en marge de l'ouverture des travaux de la réunion préparatoire au niveau des experts de la 11e réunion ministérielle du comité des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Nous tenons cette réunion à un moment critique parsemé de dangers multiples, parmi lesquels
L'entité sioniste qui continue à défier les décisions des Nations Unies et à fouler aux pieds le droit international et les décisions de la Cour internationale de justice, malgré les condamnations internationales et les appels à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à l'agression sauvage à Gaza. Le Maroc se soulève une nouvelle fois en soutien à la cause palestinienne et en rejet de la normalisation avec l'entité sioniste. Des centaines de citoyens se sont rassemblés samedi soir dans les 3 plus grandes villes du royaume, Casablanca, Tétouan et Oujda, pour dénoncer l'horrible massacre sioniste sur le camp de Nusayrat. Les Marocains expriment depuis des mois et sans relâche leur ras-le-bol face à un régime du Merzen qui continue de faire la sourde oreille. Et on reste au Maroc où un sondage réalisé par l'institution panarabe non gouvernementale Arab Barometer a révélé que plus de 2/3 des Marocains ont des opinions négatives sur les dirigeants et institutions politiques du royaume. Les détails, Hamid Mechri. Dans un contexte d'inflation persistante, d'un coût de vie trop élevé, des tendances de chômage à la hausse et de sérieuses craintes sur la sécurité alimentaire, les Marocains n'ont jamais été aussi négatifs à l'égard de leurs dirigeants, selon un récent sondage de l'Arab Barometer. Plus de 2/3 des Marocains disent ne pas croire à leur gouvernement et autres institutions du royaume, un taux record le plus élevé depuis 2016. L'enquête, le plus grand sondage d'opinion des Marocains, accessible au public, a révélé des inégalités sociales croissantes avec une pauvreté qui s'enracine et augmente davantage. Dans l'une des conclusions les plus spectaculaires de sondage, plus les Marocains sont au bas de l'échelle économique et sociale, plus ils sont profondément pessimistes et négatifs à l'égard du gouvernement. Et vice-versa, car la minorité riche, composée des notables et proches du régime de Merzen, approuve le gouvernement de richissime homme d'affaires et première fortune du pays, Aziz Khanouch, et profite pleinement de la corruption généralisée dans le pays. De même, le niveau de satisfaction quant à la performance du gouvernement dans les dossiers économiques est faible, en particulier parmi les couches vulnérables. Ainsi, le comportement malhonnête des dirigeants marocains rend moins confiant un nombre grandissant de public. Selon le sondage, la corruption reste une préoccupation majeure au Maroc. Les personnes interrogées estiment que le gouvernement ne fait pas suffisamment d'efforts pour la combattre. Les données de sondage ont montré que 7 personnes sur 10 pensent que l'économie va se détériorer au cours des années prochaines. En raison de l'inflation et de l'impact négatif des politiques économiques de Merzen, une grande majorité des Marocains ont déclaré avoir rencontré des difficultés financières et que leurs salaires ne peuvent plus suivre la hausse des prix des denrées alimentaires. Les conséquences de ces opinions négatives dominantes notent une colère croissante envers les dirigeants de Merzen qui risquent de déborder à tout moment en une révolte sociale ravageuse susceptible de sonner le grade d'un système politique archaïque et à bout de souffle. Le Zimbabwe se dote d'une nouvelle monnaie. Le ZiG pour Zimbabwe Gold est officiellement entré en circulation au mois d'avril, remplaçant désormais le dollar zimbabwéen dont la valeur s'est effondrée en 2023, entraînant une inflation galopante. Mohamed Walid Ben Chaban. Face à une hyperinflation galopante qui mine l'économie depuis plus de 20 ans, le Zimbabwe a introduit une nouvelle monnaie indexée sur l'or, la circulation du ZiG, nouvel instrument financier destiné à restaurer la simplicité, la confiance et la prévisibilité dans le système monétaire du pays. La dollarisation de l'économie et l'écroulement de l'ancienne monnaie locale, ne laissant aucunement le choix au pays qui décide de battre monnaie une nouvelle fois afin de tenter d'endiguer la crise économique qui en découle. Le focus n'est pas sur le monde extérieur, mais sur notre propre monnaie. Nous avons décidé que notre monnaie devrait être basée sur l'or. Nous y travaillons depuis 2 ans et demi. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de réserves d'or pour soutenir notre monnaie. Aujourd'hui, nous avons l'or du Zimbabwe, le ZiG, la monnaie zimbabwéenne, basée sur l'or, et nous avons réussi à accumuler des réserves plus que suffisantes pour soutenir cette monnaie. Les sanctions internationales restent des obstacles majeurs à la stabilisation et au développement économique du Zimbabwe. En s'exprimant au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le président a appelé la communauté internationale à lever les sanctions imposées contre son pays.
Nous appelons à la levée des sanctions illégales imposées au Zimbabwe et qui ont freiné notre croissance économique et notre développement au cours des 24 dernières années. Après des années de disette, le Zimbabwe ouvre ses portes à l'investissement et au partenariat économique et espère lancer une nouvelle dynamique afin de redresser la barre économique. Le Zimbabwe est ouvert aux affaires et accueille favorablement les investissements, les partenariats et la collaboration dans tous les secteurs de l'économie. L'introduction d'une nouvelle monnaie locale reflète la volonté du gouvernement de reprendre le contrôle sur sa politique monétaire et de renforcer sa souveraineté économique à l'échelle régionale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À tout à l'heure.